Regardez Vox Books avec Aphrodite, africaine d'édition. Madame, Monsieur, bonsoir. C'est donc parti pour cette autre édition de Vox Books, une édition spéciale qui fait la part belle au secteur éducatif africain. Nous sommes de plein pied au cœur des examens officiels marquant la fin de l'année scolaire 2016-2017 dans plusieurs pays d'Afrique francophone. Et ce focus spécial nous donne l'occasion d'aborder des questions qui très souvent bloquent les candidats aux 10 examens en faisant un gros plan sur le français, notamment la littérature et la langue française. Avec moi sur ce plateau de Vox Books pour aborder ces différentes questions, Sophie Françoise Yap-Libok, elle est titulaire d'un DEA en langue française, professeure des lycées d'enseignement général et aujourd'hui inspectrice ou inspecteur pédagogique national de français. Avec elle, justement, nous essaierons d'identifier et de comprendre les problèmes que rencontrent habituellement les élèves, quels sont les pièges auxquels ils sont très souvent confrontés et comment les contourner afin de braver avec succès les épreuves qui s'offrent à eux. Bienvenue à toutes et à tous dans Vox Books. Sophie Françoise Yap-Libok, bonsoir et merci d'être venue pour essayer d'éclairer la lanterne de nos élèves qui affrontent les examens officiels. Bonsoir Steve, c'est moi qui vous remercie. Je le disais à l'introduction, on va aborder des questions de littérature puisque nous sommes dans une émission littéraire, Vox Books évidemment, mais aussi des questions de langue française. Et peut-être c'est par là qu'on va commencer. Comment est structurée une épreuve de langue française d'abord, pour ceux qui la découvrent? Pour ceux qui la découvrent, je dirais que l'épreuve de langue française au Cameroun est définie par l'arrêté numéro 24 du 23 avril 1999. C'est une épreuve, il y a un texte qui a entre 300 et 400 mots. Ouais. C'est un texte qui peut être littéraire ou non littéraire. Et c'est un texte contemporain quand même. Et puis, il est suivi de 4 rubriques de questions. Des questions portant sur la communication, des questions portant sur la morphosyntaxe, des questions portant sur la sémantique et des questions portant sur la rhétorique des différents types de textes. Voilà, grosso modo, comment est structurée l'épreuve de langue française. Dans le détail, lorsqu'on parle de communication, les élèves s'attendent à se composer des questions, soit sur l'émetteur et le récepteur, soit alors sur les contenus latents et les contenus manifestes, soit sur le référent et ses substituts. Chaque rubrique est notée sur 5 points. Et nous avons à l'intérieur de chaque rubrique 2 questions ayant soit 2 et 3 points, soit alors 2,5 points pour chacune des questions à l'intérieur de la rubrique. J'ai parlé de morphosyntaxe. Nous avons des questions portant sur le système des mots variables et nous avons des questions portant sur les liaisons dans la phrase. Pour ce qui est de la sémantique, on a des questions qui portent soit sur le pouvoir des mots, soit sur les champs lexicaux et les champs sémantiques, soit alors sur les mots et leur signification. On entend par là la dénotation et la connotation. Pour terminer, la 4e rubrique qui porte sur la rhétorique des différents types de textes, nous avons des questions portant sur la tonalité, les tons. Nous avons des questions qui peuvent porter sur les figures de style utilisées. Et nous avons des questions qui portent sur le type de texte et notamment la stratégie déployée par l'émetteur pour atteindre son objectif. Alors, moi je voudrais savoir, quand un candidat est face à son épreuve, qu'est-ce qu'il est important pour lui de savoir en termes d'astuces, lui qui doit aborder cette épreuve? Il doit d'abord la lire, parce qu'il doit lire le texte et le comprendre. Et maintenant, lorsqu'il répond aux questions, il y a une manière précise de répondre à des questions de langue. Il faut à chaque fois 3 étapes. Ouais. Première étape, identifier le fait de langue. Deuxième étape, analyser ce fait de langue. Et troisième étape, l'interpréter. En quoi consiste, comment identifier un fait de langue? Très bien.
Un fait de langue, si on vous posait une question, parce que là on doit partir d'une question, si on vous demande d'identifier les figures de style contenues dans telle phrase, il faut identifier la figure de style et dire dans telle phrase, il y a la métaphore par exemple. Maintenant il faut l'analyser. Pourquoi dites-vous qu'il s'agit d'une métaphore? Peut-être qu'on a dit cette dame est une lionne. Vous allez voir la dame, le lion. Comparer une dame à un lion, ça renvoie à la métaphore. On est en train de faire l'analyse. Comparaison. Maintenant, oui, maintenant, le comparaison implicite. Très exactement. bien. Et maintenant, l'interprétation. Pourquoi avoir choisi de comparer cette dame à un lion? Il y a une interprétation que le candidat doit également mettre en exergue lorsqu'il répond à une question de langue. Les élèves sont généralement, on va dire ça comme ça, confrontés à des pièges. Moi, on avait des enseignants qui nous disaient souvent ça, chaque fois, il faut être très, très vigilant parce qu'il y a des pièges à l'examen. Quels sont les types de pièges auxquels peuvent généralement être confrontés les élèves? Je ne pense pas qu'il y ait des pièges parce qu'en réalité, l'examinateur, de mon humble point de vue, ne tend pas de piège à l'apprenant. On teste ses connaissances. Ouais. Il y a des questions qui visent à savoir, à tester le niveau de compréhension d'un candidat pour pouvoir dire qu'il est apte à avoir le bac ou à ne pas l'avoir. Donc le piège, je ne vois pas trop ce qu'on pourrait appeler piège dans une épreuve. Moi, on ne piège pas les candidats. On va aborder à présent, justement parce que je ne voudrais pas mettre beaucoup de temps sur l'épreuve de langue française parce qu'elle est un peu, je vais dire ça comme ça, classique. Il n'y a pas trop d'aspects sur lesquels on peut revenir. Par contre, sur la littérature, bon nombre d'étudiants butent parfois, déjà qu'elle est structurée, elle a trois sujets types. Oui. Quelles sont les grandes orientations pour chaque sujet type de littérature? Alors, la dissertation, le commentaire composé, la contraction de test. Alors, contrairement à l'épreuve de langue qui n'est pas au choix, il y a une épreuve de langue et chaque candidat, lorsqu'on a tiré l'épreuve de langue, est tenu de la traiter. Alors que dans l'épreuve de littérature ou de culture générale, il y a 3 sujets au choix. Le candidat peut donc décider de choisir le sujet qu'on appelle le sujet du type 1, qui est un sujet de contraction de texte. Alors, de quoi s'agit-il? C'est un texte non littéraire qui a entre 500 et 700 mots. Et c'est un texte qui est assorti d'une consigne. Et dans la consigne, on vous demande soit de résumer le texte, soit d'analyser le texte. Les enseignants leur ont dit, lorsqu'on leur demande de résumer le texte, il ne faut pas confondre les 2 types d'analyse. Voilà, ce n'est pas un piège, mais c'est une précision qui est donnée dans le texte. Le sujet, lorsqu'on a demandé de résumer, le candidat va tout simplement réduire le texte au quart en respectant le système d'énonciation de l'auteur. Alors que lorsqu'on va lui demander de l'analyser, il ne va pas respecter ce système d'énonciation, il va prendre de la distance par rapport à ce texte et là, il va l'analyser au tiers. Toutes ces précisions sont données dans l'épreuve, que ce soit l'analyse ou le résumé, parce que le candidat doit toujours savoir sur combien de points il est noté lorsqu'il travaille sur un aspect du sujet. Et là, c'est noté, que ce soit le résumé ou l'analyse, c'est sur 8 points. Après avoir répondu à ce premier aspect, il y a la discussion qui suit. La discussion n'est rien d'autre qu'une dissertation dialectique. Qu'est-ce que j'appelle dissertation dialectique? Simplement, c'est une dissertation dont le sujet émane du texte, mais qui aura une thèse et une antithèse. Ce ne sera pas un sujet analytique. C'est pour cela qu'on l'appelle discussion. Et là-dedans, il est question d'élaborer il sera question d'élaborer une dissertation, en fait. Mais je ne vais pas dire, ce n'est pas une dissertation aussi longue. Je veux dire, est-ce qu'il n'y a pas une troisième grande partie, la synthèse? Est-ce que vous dites que ce n'est pas un sujet analytique? Non, ce n'est pas un sujet analytique, parce que le sujet analytique peut être un sujet à démonstration simple. Ici, on a un sujet qui émane du texte, et dans un premier temps, le candidat va aller dans le sens de ce que l'auteur a développé. Effectivement. Mais après, il va en ressortir les limites. Naturellement, après avoir ressorti ses limites, il doit procéder à des rapprochements. Et c'est ça qu'on appelle effectivement la synthèse. Cette partie-là est notée sur 10 points, mais il y a la présentation de la copie qui compte. Parce que c'est sur 2 points. Voilà. Il faut être aussi un peu propre. Je vais vous permettre justement parce que
plusieurs candidats. Hein. On a fait une déportation dans un établissement de la ville de Yaoundé. Oui. On s'est rendu compte effectivement qu'il y avait des élèves qui posaient d'énormes problèmes à quelques jours justement de leurs examens. On a fait justement ce Vox Pop et on va prendre leurs réactions. On se retrouve juste derrière pour essayer de comprendre et même d'analyser ces problèmes. On se retrouve derrière. Il n'y a même pas de grand problème parce qu'il suffit juste de prendre contact avec son cahier, lire ses cours et tout passe comme s'il voulait. Donc il n'y a vraiment pas une difficulté à éprouver sur la langue française. Mais par contre, en littérature, on a un peu des exercices qui essayent de coincer lorsqu'on travaille à l'examen de la concassation de texte quand il s'agit de l'analyse. Et certains élèves confondent souvent l'analyse et le résumé parce que la méthode n'est pas la même et ça arrive souvent à nous coincer et on tombe dans le piège. Pour moi, pratiquement, ça coince surtout dans les différents sujets en dissertation. Je ne sais pas bien analyser quel est le sujet de type analytique, de type dialectique. C'est ça. Et quand un élève ne peut pas déjà distinguer de quel type de sujet il s'agit, il ne peut pas s'en sortir. Parce que chaque sujet a sa structure. Comment rédiger une dissertation. Effectivement, c'est ça. Moi, je peux dire que dans l'épreuve de littérature, moi, je rencontre forcément des difficultés sur la recherche des idées, la problématique, ce qui concerne la dissertation, la problématique. Et sur le commentaire composé, là-bas je trouve les difficultés au niveau de la richesse des idées secondaires, des centres d'intérêt secondaires. Oui, c'est là-bas justement que le problème se pose. Et dès qu'on trouve ces sous-centres d'intérêt, directement l'exercice est lancé. Voilà donc, Sophie Françoise Yaplipo, quelques problèmes ou quelques difficultés relevées par nos chers élèves. Des problèmes justement sur lesquels il faut, ou alors il est important de revenir. On va commencer par peut-être la dissertation française. L'un des problèmes les plus relevés par les élèves, c'est justement l'identification du problème ou de la problématique posée par le sujet. Quelle est la clé à ce niveau ? Bien, j'avais parlé de la contraction de texte, je n'avais même pas encore abordé la question de la dissertation, mais puisque vous m'y amenez, alors c'est dans une épreuve de littérature, c'est le sujet de type 3, ouais. Cette dissertation-là, qui porte justement, c'est une dissertation et on demande aux apprenants d'illustrer le propos qui leur est donné. Ça peut être une citation d'auteur ou une pensée d'un auteur. On leur demande d'illustrer ou alors de soutenir et refuter. C'est pour ça que nous allons parler de la consigne tout à l'heure. Alors, ce point de vue-là, en s'appuyant sur les œuvres étudiées ou lues. Voilà. Cela veut dire qu'en réalité, les apprenants doivent le comprendre. La dissertation littéraire va au-delà de l'œuvre qui est inscrite sur la liste officielle des manuels. On va vous dire, le programme, qu'est-ce que c'est? Je prends la classe terminale qui nous intéresse. Premier trimestre, œuvre poétique française du 19e siècle. Et en illustration, on vous met parole ou on vous met, en ce moment, c'est alcool. Oui. Le programme, ce n'est pas alcool. Le programme, c'est l'œuvre poétique française du 19e siècle. C'est pour cela que la consigne dit les œuvres étudiées ou lues. Ils pourront parler d'alcool, mais ils pourront également parler d'autres œuvres poétiques françaises du 19e siècle. Et c'est là l'intérêt du groupement de textes. Parce que lorsque les enseignants construisent un groupement de textes après l'étude d'une œuvre intégrale, c'est pour permettre aux apprenants de parler d'autres œuvres littéraires en dehors de celles inscrites sur la liste des manuels. Maintenant, le sujet de dissertation est sorti d'une consigne. Qu'est-ce qu'on me demande de faire? Donc, deux questions principales. De quoi est-il question? Que me demande-t-on de faire? La lecture de la consigne. Quand on dit discuter, forcément, le candidat disait tout à l'heure, discuter, c'est un sujet de type dialectique. Ouais. Parce qu'il est question de dire, oui, dans une certaine mesure, l'auteur de la citation a raison en ceci que, et il faut relever les limites de cette affirmation. Je précise ici que l'antithèse
n'est pas le contraire de la thèse. Oui, beaucoup le pensent. Hein. Ah non, ce n'est pas le contraire. C'est quelque chose que l'apprenant doit savoir. Si l'auteur de la citation est allé dans un sens, il va dans un premier temps démontrer que cet auteur a des raisons bien fondées d'aller dans ce sens-là, mais qu'il y a des limites que lui, il doit relever parce qu'elles ne sont plus dans la citation. Là, on parle d'un sujet de type dialectique. Alors qu'un sujet de type analytique, et dans le Vox Pop tout à l'heure, un élève disait qu'il ne sait pas ce que c'est. Si on vous disait, montrez que le dernier jour d'un condamné est un plaidoirie contre la peine capitale, montrez que il est question d'argumenter dans le sens de la citation, de l'auteur de la citation, sans chercher à donner des arguments contre. Ça, c'est un sujet de type analytique. Et quand on dit commenter cette affirmation, le commentaire n'appelle pas d'antithèse. Il est question de commenter, apporter des éléments pour montrer que ce qui est dit est exact. Donc voilà la différence qui existe. Dans le commentaire composé, aussi, on a vu les élèves qui éprouvent des difficultés. Il y a les connecteurs logiques. On en parlait tout à l'heure. L'identification des idées secondaires du texte, pour ne citer que celle-là. Comment s'en sortir lorsqu'on a une épreuve avec autant de difficultés? Peut-être devrais-je commencer par parler de l'épreuve elle-même. C'est le sujet de type 2. Ouais. Alors, ce sujet-là porte sur... il y a un texte. Le texte est extrait d'une œuvre inscrite sur la liste officielle des manuels scolaires. Donc, on va prendre un extrait de ce texte-là qu'on va demander de commenter. Et la consigne donne des éléments, des outils d'analyse qui permettent à l'élève d'entrer dans le texte et donne également des orientations par rapport à l'interprétation de ce texte. Donc, on vous donne des indices pour la forme et des indices pour le fond. En disant, vous pourrez si vous le voulez. Parce que la lecture méthodique aujourd'hui étant une sorte d'autonomisation, l'élève devient autonome dans la lecture du texte. On ne lui impose pas les entrées qui sont données. Il peut en trouver d'autres s'il les juge plus pertinentes. Toutefois, en choisissant d'autres, il faut qu'il soit sûr de son fait. Parce qu'une chose est certaine, les outils qui lui sont donnés sont au moins ceux qu'on retrouve dans le texte. Mais quelle est la meilleure option? Moi, je me dis qu'il gagnerait à suivre celle-là. Mais s'il est sûr, parce que sa sensibilité peut l'amener à étudier autre chose, il est totalement indiqué, il est libre de choisir d'autres outils d'analyse que ceux qui lui sont proposés par l'examinateur. Il ne sera jamais pénalisé si on lui demandait d'entrer dans le texte par les champs lexicaux et qu'il choisissait d'entrer par les figures de style. De toute façon, on aboutirait au même résultat. Et parlant de cet exercice commentaire composé, dans toutes les classes, on leur a dit, entrez par le texte, faites la lecture méthodique d'un texte. Vous avez fini de construire un paragraphe. Est-ce que le paragraphe qui suit va aller dans le sens du premier? J'aborde là la question des connecteurs. Effectivement. Si le paragraphe que je vais aborder va dans le même sens que l'autre, je vais naturellement utiliser des connecteurs additifs. Si le paragraphe que je vais aborder va dans un sens opposé, je vais naturellement utiliser des connecteurs d'opposition. C'est là qu'on a des mais, c'est là qu'on a des cependant, c'est là qu'on a en revanche. C'est pour dire que les connecteurs permettent de relier des blocs. Ça peut être à l'intérieur, des phrases à l'intérieur d'un paragraphe, ou alors passer d'un paragraphe à un autre. S'ils vont dans le même sens, choisissez des connecteurs additifs. S'ils vont dans le sens opposé, choisissez des connecteurs d'opposition. Et lorsqu'on est au niveau de la synthèse, je reviens peut-être à la dissertation, ça peut être des connecteurs concessifs pour dire il y a peut-être ceci, mais il y a aussi cela, pour essayer de concilier les deux idées. Voilà d'une manière générale comment comprendre les connecteurs. Il y a aussi le sujet de contraction de texte, sujet de type 1. Généralement, les élèves le prennent comme un sujet palliatif, c'est-à-dire que quand on a cherché un commentaire composé ou on regarde un peu le sujet de dissertation, on se rend compte effectivement qu'on a des difficultés, on se rabat directement à la contraction de texte qui paraît le plus évident, pourtant le plus complexe, on va dire ça ainsi. Il y a cette confusion qui a été relevée entre, vous avez déjà fait la différence entre l'analyse et le résumé. Revenir là-dessus. Voilà.
On va aller un peu en profondeur sur Oui. la différence, effectivement, pour que l'étudiant qui l'a posé comprenne. La contraction de texte, qu'on se le dise bien, les élèves à un moment donné l'appelaient 3e division parce que c'était le sujet de type 3. Et Oui. ils se disaient, lorsqu'on n'a pas compris les autres, on se rabat là-dessus. Mais je voudrais relever qu'il y a 3 sujets au choix. Ce n'est pas parce qu'on a choisi le sujet de contraction de texte qu'on se dit, les enseignants vont se dire qu'on n'était pas régulier à l'école. Ça n'a rien à voir. C'est un sujet comme un autre. Maintenant, pour revenir à notre question, la différence entre une analyse et un résumé, j'ai abordé cela très légèrement tout à l'heure. Je vais m'y étendre un peu plus. Lorsque la consigne demande à un élève, après avoir lu un texte compris entre 500 et 700 mots, qu'on vous dise « résumez-le au quart ». J'ai un texte de 700 mots. Je dois le résumer au quart. Je vais faire 700 mots divisé par 4. Mais il y a une marge De 10%. de 10% de mots en plus. 10% du quart. Oui, oui, justement, Voilà, il faut 10% de ce nombre de mots-là. Effectivement. C'est une très bonne précision que vous amenez. Si j'ai 250 mots, je dois me dire 25 mots en plus ou en moins. Ça veut dire que je calcule la marge et je me dis, je vais me situer entre 250 moins 25, donc 225 et 275. C'est une marge que l'apprenant doit avoir. Je suis donc au quart. Comment se fait le résumé? Je parle comme si j'étais l'auteur. C'est ce que j'ai appelé respecter le système d'énonciation de l'auteur. Et je suis l'ordre linéaire, chronologique du texte. Je ne peux pas commencer par la fin. Si l'auteur s'adresse à son public ou à son auditoire en disant « je », le candidat va résumer en disant « je », comme s'il était l'auteur. Et vous voyez que du coup, il y aura un problème de nombre de mots lorsqu'il s'agira de l'analyse tout à l'heure. Parce qu'en parlant comme l'auteur, on fait une économie d'un certain nombre de mots. Parce qu'on parle comme si on était l'auteur. Mais l'autre astuce, s'il y a une idée dans un texte qui revient plus d'une fois, dans le résumé, on ressort l'idée une seule fois. On n'a pas besoin de revenir sur ce qui a été dit. On peut juste dire, il le dit à plusieurs reprises. Très bien. Voilà. Et voilà, on a résumé un texte. Maintenant, lorsqu'on dit analyse du texte, c'est différent. L'élève prend de la distance par rapport à ce texte. L'auteur qui disait « je », le candidat va justement dire « l'auteur parle de ». Il décrit telle chose, il parle de telle chose, il soutient que. Et vous voyez qu'il y a forcément plus de mots que dans le résumé. Et c'est pour cela qu'on analyse un texte au tiers. Les mêmes 250 mots, si j'avais 700 mots ou 600, je prends ce qui est plus simple pour un professeur de français, lorsque j'ai 600 mots, je vais analyser mon texte au tiers, ça veut dire 200 mots. Et quand je dis 200 mots, 20 en plus, 20 en moins, j'aurai donc entre 180 et 220 mots. Alors que dans l'analyse, les mêmes 200, les mêmes 600 que j'avais allaient me donner 150. Et j'allais avoir entre 150 moins 15, 135 et 165 mots. Voilà la grosse différence. Donc là, dans l'analyse, on ressort le thème central. De quoi parle l'auteur? Il parle de ceci. Il commence par « il soutient que ». Et là, on n'est plus obligé de respecter l'ordre linéaire d'un texte. Un candidat peut commencer par la fin. Et c'est là qu'interviennent donc les connecteurs. S'il a commencé par là, il faut bien qu'on dise au préalable, il avait parlé de ceci pour que la structure du texte ne soit pas changée. Voilà la différence fondamentale entre un résumé et une analyse dans le cadre de l'exercice qu'on appelle la contraction, le résumé de la contraction de texte. Je dois vous avouer que moi-même, j'étais à mes années de lycée plus enclin à faire des sujets de type 1 et donc de contraction de texte. Mais troisième division. Voilà, mais enfin, bon, à l'époque, si vous voulez. Mais le jour du bac, malheureusement, étant un tout petit peu distrait, on avait un sujet d'analyse et puis je suis allé faire le résumé et donc j'ai été hors sujet. Donc, alors voilà. Vous voyez, c'est pour cela qu'il faut bien lire pour s'assurer qu'on a demandé d'analyser ou on a demandé de résumer. C'est un détail important pour éviter qu'on soit... On va sortir par là le conseil que vous prodiguez à ces élèves qui sont en train de composer. Le conseil est très simple, pas de panique. C'est une évaluation certificative, certes, parce qu'on sort du cadre habituel de la salle de classe pour se retrouver dans une structure qui n'est pas toujours très connue, avec des camarades, des enseignants, des surveillants qu'on ne connaît pas.
mais le contenu reste le même. Il y a un programme qui a été suivi depuis le départ, que les élèves soient rassurés, on ne sort pas de ce programme-là. C'est ce qui a été vu dans le cadre des enseignements, premier, deuxième, troisième trimestre, qui est vu également, qui est demandé dans le cadre de l'évaluation certificative. On ne leur pose pas de piège. Il n'y a pas de piège, il faut simplement bien lire les questions et donner les réponses appropriées. Surtout être très concentré. Il faut et c'est valable être pour concentré. toutes les autres épreuves. C'est valable pour toutes les autres épreuves, pas seulement pour le français. Merci à vous, en tout cas, Sophie-Françoise Yablipoc, d'être passée sur le plateau de Voxbook. Je rappelle que vous êtes professeur des lycées d'enseignement général et aujourd'hui inspecteur pédagogique national de français. Vous êtes aussi auteur de 3 ouvrages didactiques publiés chez Afredit, notamment Langue française au second cycle pour les classes de seconde, de première et aussi de terminale. Je dirais qu'auteur, parce que pour ces 3-là, j'ai écrit avec certains de mes collègues. Je n'ai pas écrit toute seule, donc co-auteur. Vous avez également des publications personnelles. On aura peut-être l'occasion de vous recevoir dans nos prochains plateaux. Merci en tout cas. Merci, tout le plaisir était pour moi. C'est la fin de cette émission. Merci aussi à vous à la maison de nous avoir regardés. Je rappelle que nos adresses sont disponibles. Vous pouvez nous joindre ou nous contacter, comme vous avez l'habitude d'ailleurs de le faire, aux adresses qui s'affichent au bas de votre écran. On se quitte comme traditionnellement avec un livre nouvellement paru et un autre disponible en librairie, espérant vous retrouver la semaine prochaine encore plus nombreux. Je vous souhaite une excellente semaine et bien des choses à vous qui préparez des examens officiels. Au revoir. Ce roman met en scène le monde étrange et mystique des hommes de la nuit. Le lecteur rencontrera d'abord Messama, membre d'une société secrète qui va se faire foudroyer par ses pairs parce qu'il refuse d'offrir son fils unique en repas nocturne. Ensuite, ce sera Akun, enfant sorcier qui va livrer un combat épique avec les forces du bien qu'incarne Vendenfier. Les hommes de la nuit d'Antoine Bovard Zangar, nouvellement paru chez l'Armatan. Idriss veut que je porte la grossesse jusqu'à mon accouchement. Sachez que je poursuis encore mes cours au campus. Porter une grossesse durant 9 ou 10 mois, ce n'est pas une mince affaire. En réalité, cette grossesse que je porte me gêne énormément, car je n'étais pas pour quand nous faisions l'amour. L'amour dans la tête, de Boris Anselme Takoué, disponible aux nouvelles éditions Balafon. Donnez vie à votre manuscrit chez Afredit.